Je voudrais que vous ne soyez pas ma mère. » Ces mots-là, prononcés par mon propre fils un soir de réveillon, m'ont transpercé comme une lame de glace. Et le rire de Gracielle, ma belle-fille, résonne encore dans ma tête, des années plus tard. Ce soir-là, j'ai compris qu'une phrase pouvait détruire 35 années d'amour maternel. Une seule phrase, dite devant 20 invités, sous les guirlandes dorées, entre le champagne et les toasts au foie gras. Je m'appelle Désirine Montlouis. J'ai 60 ans. Et voici ce qui s'est passé cette nuit-là, la nuit où j'ai cessé d'être une mère aveugle pour devenir une femme libre. Mais avant de vous raconter cette soirée du 31 décembre 2024, laissez-moi vous parler de Séverin, mon fils unique, mon trésor, mon erreur. Il est né un matin de mai 1989, sous une pluie fine qui tambourinait contre les vitres de la maternité. Je me souviens de ses petits poings serrés, de son cri vigoureux, de ce regard intense qu'il posait déjà sur le monde, comme s'il voulait tout conquérir. Son père, Armand, est décédé quand Séverin avait à peine 8 ans. Crise cardiaque, foudroyant. Un matin de septembre, il est parti travailler et n'est jamais revenu. J'ai dû tout reconstruire seul, élever Séverin, maintenir la maison, préserver notre standing. Armand nous avait laissé cette magnifique demeure dans le 16e arrondissement. 4 étages, balcon en fer forgé, parquet Versailles, moulures au plafond. Une maison qui sentait l'encaustique et les roses blanches que je disposais chaque semaine dans le hall d'entrée. J'ai tout fait pour que Séverin ne manque de rien. Études dans les meilleurs établissements, cours de piano, voyages culturels, costumes sur mesure pour ses premiers entretiens d'embauche. Je travaillais comme expert comptable dans un cabinet réputé. Je gagnais bien ma vie, mais chaque euro était calculé, pensé, investi dans son avenir. Il a grandi beau, intelligent, ambitieux, trop ambitieux peut-être. À 25 ans, il rêvait déjà de créer sa propre entreprise. À 30 ans, il voulait un appartement dans le Marais. À 32 ans, il m'a présenté Gracielle. Gracielle Moreau, 28 ans à l'époque. Cheveux châtains lissés au fer, sourire commercial, regard calculateur. Elle travaillait dans la communication digitale, disait-elle. Freelance, toujours entre 2 contrats, toujours entre 2 projets. La première fois qu'elle est entrée dans ma maison, elle a tout regardé. Pas avec admiration, non, avec évaluation. Comme si elle estimait mentalement la valeur de chaque meuble, de chaque tableau, de chaque lustre en cristal. « Quelle magnifique demeure, Madame Montlouis !» avait-elle murmuré en passant sa main sur la rampe d'escalier. « Vous avez tellement de goût, c'est rare de nos jours. » Séverin rayonnait. Il la regardait comme s'il venait de décrocher un trophée. Et moi, j'ai souri, poliment. Comme on sourit quand quelque chose nous dérange, mais qu'on ne sait pas encore pourquoi. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Cérémonie élégante à la mairie du 7e arrondissement, suivie d'une réception dans un restaurant étoilé près de la tour Eiffel. J'ai payé la moitié. Gracielle avait insisté pour que tout soit à la hauteur de nos familles. Sa famille à elle, 2 cousins et une tante, vivait dans un pavillon de banlieue. Mais elle parlait comme si elle descendait des Bourbons. Après le mariage, ils se sont installés dans un appartement que je leur avais acheté. 50 mètres carrés dans le 11e arrondissement. Lumineux, rénové, avec une petite terrasse donnant sur une cour arborée. J'ai signé l'acte, j'ai meublé le salon. J'ai offert la cuisine équipée. Séverin m'a dit « Merci maman, tu es extraordinaire ». Gracielle m'a dit « C'est adorable, Madame Montlouis, vraiment. Mais vous savez, Séverin mérite tellement mieux. Il a toujours vécu dans le 16e. Ce quartier est un peu, comment dire, populaire pour lui. J'aurais dû comprendre, à ce moment-là. Mais une mère pardonne. Une mère espère. Une mère se dit que peut-être, avec le temps, la belle-fille va s'adoucir. J'avais tort. Les mois ont passé. Puis les années. Séverin venait me voir de moins en moins souvent. Toujours une excuse. Toujours un rendez-vous. Toujours un projet urgent. Et quand il venait, Gracielle l'accompagnait. Elle s'asseyait dans mon salon, sirotait son thé Earl Grey et parlait. Elle parlait de ses relations, de ses opportunités, de ses contacts dans le milieu. Un jour, elle m'a dit « Vous savez, Madame Montlouis, cette maison est bien trop grande pour vous toute seule. Vous devriez penser à vendre. Ou à la louer, ou à nous la céder. Séverin pourrait enfin avoir l'espace qu'il mérite. » J'ai senti mon sang se glacer, mais j'ai continué à sourire. J'ai continué à servir le thé. J'ai continué à jouer le rôle de la belle-mère compréhensive. Cette maison est mon foyer, Gracielle. Elle porte l'histoire de ma vie avec Armand. Je n'ai aucune intention de la quitter. Elle a haussé les épaules. Bien sûr, je comprends. Mais un jour,
Il faudra bien penser à l'avenir de Séverin. C'est votre fils unique, après tout. Il héritera de tout ça. Autant qu'il en profite maintenant, non? Séverin n'a rien dit. Il regardait son téléphone. En 2021, j'ai offert à Séverin une voiture. Une Audi grise métallisée. 35 000 €. Je l'ai mise à mon nom pour des raisons d'assurance, mais je lui ai donné les clés. Elle est à toi, mon chéri. Prends-en soin. Il m'a embrassé sur la joue. Merci, maman. Tu es la meilleure. Gracielle a dit, c'est gentil, mais il aurait préféré un modèle plus récent. Celui-là date déjà de 2 ans. Enfin, c'est mieux que rien. J'aurais dû réagir. J'aurais dû poser des limites. Mais je me disais que c'était elle, pas lui. Que Séverin était toujours mon fils aimant. Que Gracielle l'influençait, mais qu'au fond, il m'aimait encore. J'avais tort. Encore. Les appels téléphoniques sont devenus rares. Les visites, espacées. Et quand je les invitais à dîner, Gracielle trouvait toujours un défaut. Le rôti était trop cuit. Le vin n'était pas assez frais. La nappe avait une tache. Mon choix de musique était vieillot. Séverin acquiesçait. Parfois, il soupirait, mais il ne me défendait jamais. Un soir, alors qu'il partait après un dîner particulièrement tendu, j'ai retenu Séverin dans l'entrée. Gracielle était déjà dans la voiture. « Mon chéri, est-ce que tout va bien entre nous ?» Il a évité mon regard. « Oui, maman. Pourquoi tu demandes ça ? Parce que j'ai l'impression que tu t'éloignes, que tu ne me parles plus vraiment. Que Gracielle... » « Gracielle quoi ?» Il avait haussé le ton. « Gracielle est ma femme. Elle a le droit d'avoir des opinions. Et franchement, maman, tu pourrais faire des efforts aussi. » J'ai senti mes jambes trembler. « Des efforts ? Oui. Arrêter de la juger. Arrêter de faire comme si elle n'était pas assez bien. Elle le sent, tu sais. Elle me le dit tout le temps. » Il est parti sans me laisser répondre. Ce soir-là, assise dans mon salon vide, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Et j'ai compris que j'étais en train de perdre mon fils. Mais je ne savais pas encore à quel point. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. L'année 2022 a commencé dans une illusion de normalité. Je continuais à travailler au cabinet, à entretenir ma maison, à cultiver mes rosiers dans le petit jardin à l'arrière. Chaque matin, je prenais mon café dans la véranda, face aux arbres du parc voisin. C'était mon rituel, mon moment de paix. Séverin m'appelait une fois par mois, peut-être. Des conversations brèves, polies, vidées de toute substance. « Oui, maman, tout va bien. »« Non, on est occupé ce week-end. Peut-être le mois prochain. » Le mois prochain ne venait jamais. En mars de cette année-là, j'ai reçu un appel étrange. C'était un notaire du 9e arrondissement, maître Dupuis. Un homme courtois, à la voix posée. « Madame Montlouis, je vous contacte au sujet d'une démarche initiée par votre fils, Monsieur Séverin Montlouis. Il souhaite obtenir des informations concernant votre patrimoine. Plus précisément, la valeur estimée de votre résidence principale et de vos actifs financiers. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Pardon ? Mon fils vous a contacté ? Pourquoi ? Il évoque une planification successorale anticipée. Il m'a demandé de vous approcher pour, disons, faciliter une éventuelle transmission de biens de votre vivant. Naturellement, je ne peux rien faire sans votre consentement. Mais je me devais de vous informer de cette demande. J'ai remercié maître Dupuis et raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait trop vite. J'ai immédiatement appelé Séverin. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il n'a pas décroché. Alors j'ai envoyé un message. « Il faut qu'on parle, appelle-moi. » Il a répondu 2 heures plus tard. « Pas maintenant, maman, je suis en réunion. » 3 jours plus tard, il est venu me voir, seul. Gracielle avait un rendez-vous important. Nous étions assis dans le salon. Lui, sur le canapé en velours bleu que sa grand-mère m'avait offert. Moi, dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où je lisais chaque soir avant de dormir. « Séverin, pourquoi as-tu contacté un notaire à mon sujet sans m'en parler ?» Il a soupiré, comme si ma question l'agaçait. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois. J'essaie juste d'être prévoyant. Tu as 60 ans. Il faut penser à l'avenir, à l'optimisation fiscale, à éviter que l'État prenne la moitié de ton patrimoine quand... Enfin, tu comprends. Quand je mourrai, tu veux dire. » Il a détourné le regard. « Oui, exactement. C'est normal de penser à ces choses-là. Toutes les familles le font. Séverin, je suis en parfaite santé. Je n'ai aucune intention de mourir prochainement. Et si je veux organiser ma succession, je le ferai moi-même. Tu n'as pas à fouiller dans mes affaires sans mon accord. » Son visage s'est durci. « Fouiller ? Maman, je suis ton fils unique, ton héritier. J'ai le droit de savoir où j'en suis. Tu as le droit de savoir que je t'aime et que je prendrai soin de toi.
mais mes biens m'appartiennent encore, et ils m'appartiendront jusqu'à mon dernier souffle. Il s'est levé brusquement. Très bien, je vois que tu ne me fais pas confiance. C'est clair, ce n'est pas une question de confiance, mon chéri. C'est une question de respect. Il est parti en claquant la porte. Le bruit a résonné dans toute la maison et dans mon cœur. Après cet épisode, j'ai commencé à observer. Vraiment observer. Les petites phrases, les sous-entendus, les silences lourds. En juin 2022, Séverin et Gracielle m'ont invité à dîner dans leur appartement. C'était rare, presque une anomalie. J'aurais dû me méfier. Le repas était simple mais correct. Salade de chèvre chaud, poulet rôti, tarte aux pommes achetée en pâtisserie. Gracielle parlait de son nouveau projet entrepreneurial, une boutique en ligne de bijoux artisanaux. Elle avait besoin de capitaux, naturellement. Vous savez, Madame Montlouis, avec un petit investissement de départ, je pourrais vraiment lancer cette affaire. 15 000 € suffiraient. Séverin a posé sa main sur la mienne. Maman, ce serait formidable pour nous. Gracielle a un vrai talent, et cet argent, ce serait comme une avance sur héritage, en quelque sorte. Une avance sur héritage, à 60 ans, alors que je travaillais encore, alors que j'étais autonome, indépendante, vivante. J'ai retiré ma main doucement. Je suis désolée, Gracielle, mais je ne peux pas investir dans un projet dont je ne connais ni le business plan ni les garanties. Le sourire de Gracielle s'est figé. Bien sûr, je comprends. Vous préférez garder votre argent pour vous. C'est votre droit. Séverin n'a rien dit. Il a juste baissé les yeux. Sur le chemin du retour, dans le taxi, j'ai pleuré en silence. Le chauffeur a fait semblant de ne rien voir. En septembre 2022, j'ai découvert quelque chose qui m'a brisé. Je passais devant la banque où je gérais mes comptes depuis 30 ans. Ma conseillère, Madame Lefebvre, m'a fait signe d'entrer. Madame Montlouis, je voulais vous parler. Il y a eu une tentative d'accès à vos comptes il y a quelques semaines. Quelqu'un se faisant passer pour votre mandataire. Nous avons bloqué la demande, bien sûr, mais je me devais de vous en informer. Un mandataire ? Mais je n'ai jamais désigné de mandataire. Justement, la personne a présenté un faux document. Nous avons signalé l'incident. Qui était cette personne ? Madame Lefebvre a hésité. Puis elle a murmuré « Votre belle-fille, Madame Montlouis, Gracielle Moreau. » Le monde a basculé. J'ai dû m'asseoir. Madame Lefebvre m'a apporté un verre d'eau. « Vous en êtes certaine ? » « Tout à fait. Elle a utilisé votre nom, votre adresse et une copie de votre pièce d'identité. Heureusement, nos protocoles de sécurité ont détecté l'anomalie. J'ai quitté la banque dans un état second. Comment était-ce possible ? Comment Gracielle avait-elle eu accès à ma pièce d'identité ? Et surtout, Séverin était-il au courant ? Ce soir-là, j'ai confronté Séverin au téléphone. Je ne pouvais pas attendre. Je ne pouvais plus jouer la comédie. Séverin, il faut qu'on parle. Gracielle a tenté d'accéder à mes comptes bancaires en se faisant passer pour ma mandataire. Silence. Un long silence glacial. Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. La banque a des preuves. Elle a utilisé une copie de ma carte d'identité. Comment l'a-t-elle obtenue ? Écoute, maman, Gracielle traverse une période difficile. Elle a des dettes. Elle est stressée. Elle a peut-être fait une erreur de jugement. Une erreur de jugement ? Séverin, c'est une tentative de fraude. Ne dramatise pas. Personne n'a volé d'argent. Tout est bloqué. C'est fini. Ce qui est fini, c'est ma confiance en vous deux. Il a raccroché. Sans un mot. Sans une excuse. J'ai passé la nuit assise dans mon salon, à regarder les photos encadrées sur le manteau de la cheminée. Séverin bébé. Séverin enfant. Séverin adolescent. Séverin le jour de son diplôme. Où était parti ce petit garçon qui me disait « Je t'aime, maman » chaque soir avant de dormir. Les mois suivants ont été un enfer silencieux. Séverin ne m'appelait plus. Gracielle non plus. J'étais devenue l'ennemi, celle qui refusait de donner, celle qui bloquait leur avenir. En décembre 2022, j'ai reçu une carte de Noël, une carte générique achetée en supermarché. À l'intérieur, une phrase froide, écrite à la main par Gracielle. « Joyeuse fête, Gracielle et Séverin. » Pas de maman, pas de « nous pensons à toi ». Rien, juste un nom griffonné à la hâte. Je n'ai pas répondu. À quoi bon ? L'année 2023 est arrivée. Une année que j'ai vécue dans une solitude que je n'avais jamais connue, même après la mort d'Armand. Car perdre un mari, c'est perdre un compagnon. Mais perdre un fils, c'est perdre une part de soi-même. Je continuais à travailler, à entretenir ma maison, à arroser mes rosiers. Mais tout était mécanique, vide, comme si j'attendais quelque chose sans savoir quoi.
Et puis, un jour de mars 2023, Séverin a sonné à ma porte, sans prévenir, seul. Il avait maigri, des cernes sous les yeux, une barbe mal taillée. Il ne ressemblait plus au jeune homme élégant et sûr de lui que j'avais connu. « Maman, je peux entrer ?» J'ai ouvert la porte en silence. Nous nous sommes assis dans le salon, la même place qu'un an auparavant. Je suis venu m'excuser, pour tout, pour Gracielle, pour le notaire, pour la banque, pour tout. J'ai senti mon cœur se serrer. Pourquoi maintenant, Séverin? Parce que j'ai compris. Gracielle, elle n'est pas celle que je croyais. Elle me manipule. Elle me pousse à te demander de l'argent, à te mettre la pression. Et moi, comme un idiot, je l'écoute. Alors pourquoi restes-tu avec elle? Il a baissé la tête. Parce que je l'aime. Ou du moins, je crois que je l'aime. Je ne sais plus. J'ai posé ma main sur la sienne. Mon chéri, tant que tu es avec elle, je ne peux pas te faire confiance. Tu comprends? Il a hoché la tête. Je comprends. Puis il est parti. Et j'ai espéré qu'il allait changer, qu'il allait enfin ouvrir les yeux. Mais l'espoir, parfois, est une prison dorée. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Après la visite de Séverin en mars 2023, j'ai cru à un tournant. J'ai cru que mon fils allait enfin se réveiller, qu'il allait voir Gracielle telle qu'elle était vraiment. Une femme calculatrice, avide, capable de mentir et de manipuler pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais les semaines ont passé, puis les mois, et rien n'a changé. Il ne m'a pas rappelé après cette conversation. Pas un message, pas un signe. Le silence s'est à nouveau installé entre nous, lourd, épais, comme un brouillard qui ne se lève jamais. En juin 2023, j'ai pris ma retraite. Après 38 années passées dans le même cabinet d'expertise comptable, j'ai fermé mon bureau, rangé mes dossiers, dit au revoir à mes collègues. Il y a eu un pot de départ, des fleurs, des discours, des embrassades. Mais quand je suis rentré chez moi ce soir-là, la maison était vide. Aucun message de félicitations de Séverin. Aucun appel. Rien. J'avais pourtant mentionné la date plusieurs fois lors de nos dernières conversations, des mois auparavant. Je prends ma retraite en juin, mon chéri. Ce sera un nouveau chapitre. Il avait acquiescé distraitement, les yeux rivés sur son téléphone. Ce soir-là, assise dans mon salon désert, j'ai réalisé que j'étais devenue invisible. Une mère fantôme, présente dans les papiers officiels, dans les arbres généalogiques, dans les calculs d'héritage, mais absente du cœur de mon fils. Juillet 2023 a été un mois étrange. Paris se vidait pour les vacances. Les rues devenaient silencieuses. Les cafés fermaient pour congés annuels. Et moi, pour la première fois depuis des décennies, je n'avais nulle part où aller. Personne avec qui partager mes journées. J'ai commencé à marcher. Beaucoup. Le matin, je prenais le métro jusqu'au jardin du Luxembourg. Je m'asseyais près du bassin, je regardais les enfants faire naviguer leur petit bateau à voile. Je pensais à Séverin, à l'époque où il avait 5 ans, 6 ans, 7 ans. À l'époque où il me prenait la main et me disait « Maman, regarde, tu as vu comme mon bateau va vite ?» Où était parti cet enfant? Un après-midi, alors que je rentrais chez moi, j'ai croisé une ancienne voisine, Madame Berger, une femme élégante d'environ 75 ans, veuve elle aussi, qui habitait l'immeuble d'à côté. « Désirine, quelle joie de vous voir. Comment allez-vous » Nous avons discuté quelques minutes sur le trottoir. Elle m'a invité à prendre le thé chez elle le lendemain. J'ai accepté. Pourquoi pas? Au moins, je ne serais pas seule. Chez Madame Berger, tout était raffiné. Porcelaine de Limoges, napperon brodé, petit four disposé sur un plateau d'argent. Nous avons parlé de tout et de rien. De la météo, des travaux dans le quartier, de nos lectures. Puis, doucement, elle m'a demandé « Et votre fils, Séverin, comment va-t-il » J'ai senti ma gorge se serrer. Il va bien, je suppose. Je ne le vois plus beaucoup. Ah, elle a hoché la tête lentement. C'est souvent comme ça, n'est-ce pas? Les enfants grandissent, ils partent, ils construisent leur vie. Et nous restons. Il est marié maintenant. Oui, je sais. Gracielle, c'est cela. Je l'ai croisée une fois ou deux dans le quartier. Une jeune femme, comment dire, très sûre d'elle. J'ai souri tristement. C'est une façon polie de le dire. Madame Berger a posé sa tasse. Désirine, je vais vous dire quelque chose que j'ai appris avec le temps. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer, pas même nos enfants. On peut les élever, les nourrir, leur donner tout ce qu'on a. Mais à un moment donné, ils font leurs propres choix. Et parfois, ces choix nous blessent. Que faites-vous quand cela arrive? On se protège, on pose des limites, on apprend à vivre pour soi.
Parce que si on attend qu'il change, on risque d'attendre toute sa vie. Ces mots sont restés gravés en moi, comme une graine plantée dans un sol fertile. En août 2023, j'ai reçu un message de Gracielle. Pas de Séverin, de Gracielle. Bonjour Madame Montlouis. Séverin et moi organisons un barbecue chez nous samedi prochain. Quelques amis, rien de formel. Vous êtes la bienvenue si vous êtes disponible. Un message froid, impersonnel, comme une invitation envoyée par erreur. Mais j'ai dit oui, parce que je voulais voir mon fils. Parce que j'espérais encore. Le samedi suivant, je me suis rendue dans leur appartement avec une bouteille de champagne et une tarte aux framboises faite maison. J'avais mis une robe d'été élégante, sobre. Je voulais être irréprochable. Quand je suis arrivée, il y avait déjà une dizaine de personnes sur la terrasse, des amis de Gracielle, pour la plupart. Des trentenaires bruyants, un verre de rosé à la main, qui parlèrent de leurs vacances à Ibiza, de leurs projets immobiliers, de leurs investissements en crypto-monnaie. Séverin était au barbecue, en train de retourner des saucisses. Il m'a fait un signe de tête. « Salut, maman ». Pas de baiser, pas d'accolade, juste un hochement de tête. Gracielle est venue vers moi tout sourire. « Madame Montlouis, quelle élégance. Merci d'être venue. Posez votre tarte là-bas, sur la table. » Elle ne m'a pas présentée aux invités. Elle ne m'a pas proposé de chaise. Je suis restée debout, près de la balustrade, avec mon verre d'eau pétillante, à observer cette jeunesse insouciante qui riait sans me voir. À un moment, j'ai entendu Gracielle parler avec une de ses amies, une blonde aux ongles vernis de rouge vif. « C'est ta belle-mère ?»« Oui, Désirine. Elle a l'air sympa. »« Sympa, oui, mais compliquée. Tu vois le genre. Possessive, jalouse. » Elle n'a jamais vraiment accepté que Séverin se marie. Mon sang s'est glacé. J'étais à 3 mètres d'elle. Elle savait que je pouvais entendre. Mais elle s'en fichait. La blonde a ri. « Oh là là, les belles-mères, toujours un drame. » Exactement. Mais bon, elle finira bien par nous lâcher un jour. J'ai posé mon verre, j'ai pris mon sac, et je suis partie. Sans dire au revoir, sans chercher Séverin, sans un mot. Dans l'escalier, j'ai entendu des rires. Peut-être riait-il de moi, peut-être de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, et je ne voulais pas savoir. Ce soir-là, chez moi, j'ai pris une décision. Une décision que j'aurais dû prendre des mois, voire des années plus tôt. J'ai pris rendez-vous avec mon notaire, Maître Rousseau, un homme de confiance, rigoureux, que je connaissais depuis 20 ans. « Madame Montlouis, que puis-je faire pour vous ? Je veux modifier mon testament. » Il a ouvert un dossier. « Très bien. Quelles sont vos volontés ? Je veux retirer Séverin de la succession de ma maison. Il restera héritier de mes comptes bancaires, de mes placements. Mais la maison, non. Je veux la léguer à une association caritative. » Maître Rousseau a froncé les sourcils. « C'est un choix radical, madame. Êtes-vous certaine ? » « Tout à fait certaine. Puis-je vous demander pourquoi ? » J'ai hésité, puis j'ai dit la vérité. Parce qu'il ne mérite plus cette maison. Parce qu'il ne la voit que comme un bien à vendre. Parce qu'il a oublié que c'était d'abord un foyer. Notre foyer. Maître Rousseau a hoché la tête lentement. « Je comprends. Je vais préparer les documents. Vous pourrez les signer la semaine prochaine. » En sortant de son bureau, je me sentais à la fois soulagée et brisée. Soulagée d'avoir repris le contrôle. Brisée de devoir en arriver là. Septembre 2023. Les feuilles commençaient à jaunir dans le parc. L'air devenait plus frais. Paris reprenait son rythme habituel après la torpeur estivale. Séverin m'a envoyé un message. « Maman, on peut se voir ? J'ai quelque chose à te dire. » Nous nous sommes retrouvés dans un café près de la Bastille. Un endroit neutre, impersonnel. Il buvait un expresso. Moi, un thé vert. « Maman, Gracielle et moi, on a un projet. » Mon cœur s'est serré. Quel genre de projet ? On veut acheter une maison, une vraie maison, avec un jardin, en banlieue, pour fonder une famille. C'est merveilleux, Séverin. Mais pourquoi me racontes-tu ça ? Il a évité mon regard, parce qu'on a besoin d'un apport, un apport conséquent, et on pensait que, peut-être, tu pourrais nous aider. Combien ? 50 000 €. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. 50 000 €? Séverin, c'est une somme énorme. Je sais, maman, mais tu as les moyens. Et ce serait pour ton petit-fils, ou ta petite-fille. On veut avoir un enfant. Vous n'êtes même pas encore enceinte. Pas encore, mais bientôt. Et cet argent, ce serait un investissement dans notre avenir, dans ta descendance. J'ai posé ma tasse. Séverin, je ne peux pas te donner 50 000 €. Son visage s'est durci. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ? Les deux. Il a serré les poings. Incroyable. Tu as tout cet argent qui dort, cette maison immense où tu vis seul.
et tu refuses d'aider ton propre fils. Je t'ai aidé toute ta vie, Séverin. J'ai payé tes études, ton appartement, ta voiture. Combien faut-il encore que je donne pour que tu sois satisfait? Ce n'est pas une question de satisfaction, c'est une question de famille. Mais, visiblement, pour toi, l'argent passe avant tout. Il s'est levé, il a jeté un billet de 5 € sur la table, et il est parti. Je suis restée assise là, seule, pendant 1 heure. Les larmes coulaient silencieusement sur mes joues. Et autour de moi, les gens buvaient leur café, riaient, vivaient, comme si le monde ne venait pas de s'effondrer. Octobre 2023, novembre, décembre, les mois ont défilé dans un silence glacial. Séverin ne m'appelait plus, je ne l'appelais plus. Nous étions devenus des étrangers. À Noël, je n'ai reçu ni carte ni message. Rien, comme si je n'existais plus. J'ai passé le réveillon seul, avec une dinde pour une personne achetée chez le traiteur. J'ai regardé un vieux film à la télévision. J'ai bu une coupe de champagne. Et j'ai dormi. Le lendemain matin, le 25 décembre, je me suis réveillée avec une certitude nouvelle. Une certitude froide, claire, implacable. Je n'allais plus attendre. Je n'allais plus espérer. J'allais vivre, pour moi. Et si Séverin voulait revenir un jour, ce serait à lui de faire le premier pas, pas à moi. En janvier 2024, j'ai commencé à refaire ma vie, lentement, prudemment, mais sûrement. Je me suis inscrite à un cours de peinture à l'aquarelle. J'ai rejoint un club de lecture dans ma bibliothèque de quartier. J'ai accepté des invitations de Madame Berger, qui m'a présenté à d'autres femmes de notre âge. Des veuves, des divorcées, des femmes seules qui avaient appris à vivre sans attendre qu'on les sauve. Nous prenions le thé ensemble. Nous allions au cinéma. Nous visitions des expositions. Nous parlions de livres, de voyages, de nos vies passées et de nos vies futures. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la légèreté. Pas du bonheur, pas encore, mais une forme de paix, une acceptation. Et puis, en mars 2024, j'ai reçu un appel. C'était Gracielle. « Madame Montlouis, c'est moi. Il faut qu'on parle. » Mon cœur a bondi. « Où est Séverin? Tout va bien? » Séverin va très bien. Mais moi, je vais être directe avec vous. On en a marre de jouer à ce petit jeu. Vous avez une maison immense, vous avez de l'argent et vous refusez de nous aider. Gracielle, ce n'est pas... Laissez-moi finir. Séverin ne vous le dira jamais parce qu'il est trop gentil. Mais moi, je n'ai pas ce problème. Vous êtes égoïste, vous vous accrochez à vos biens comme une vieille radine. Et pendant ce temps, votre fils galère. Il ne galère pas. Il travaille. Il a un salaire correct. Correct, oui, mais pas suffisant pour nos ambitions. Écoutez, vous allez mourir un jour. Autant nous donner cet argent maintenant. Comme ça, vous verrez ce qu'on en fait. J'ai senti une rage froide monter en moi. Gracielle, je ne vous donnerai pas un centime. Très bien. Alors ne venez pas pleurer quand Séverin ne voudra plus vous voir. Elle a raccroché. J'ai tremblé pendant 1 heure. Puis j'ai repris rendez-vous avec Maître Rousseau. Je veux aussi retirer Séverin du testament pour la voiture et réduire sa part sur mes comptes bancaires, qu'il reçoive le minimum légal. Rien de plus. Maître Rousseau a soupiré. « Madame, vous êtes sûre? » « Absolument certaine. » Les documents ont été signés 1 semaine plus tard. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Après l'appel de Gracielle en mars 2024, j'ai vécu dans un état étrange. Une sorte de lucidité douloureuse, comme si un voile s'était déchiré et que je voyais enfin la réalité sans filtre. Mon fils ne m'aimait plus. Ou plutôt, il m'aimait à condition que je donne, que je finance, que je me plie. Et Gracielle orchestrait tout cela avec une précision chirurgicale. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'avais plus peur de la solitude. Je n'avais plus peur de leur jugement. J'avais peur de moi-même, de devenir cette femme pathétique qui mendie l'affection de son propre enfant. En avril 2024, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire auparavant. J'ai engagé un détective privé. Cela peut paraître extrême, peut-être même paranoïaque, mais après la tentative de fraude bancaire, après les demandes d'argent répétées, après l'appel agressif de Gracielle, je voulais savoir. Je voulais comprendre qui était vraiment cette femme que mon fils avait épousée. Le détective s'appelait Monsieur Calvino, un homme discret, la cinquantaine, aux cheveux grisonnants. Il travaillait seul, depuis un petit bureau près de la gare de Lyon. « Madame Montlouis, que voulez-vous savoir exactement? » Tout, son passé, ses finances, ses activités, si elle a des dettes, si elle ment à mon fils. Vous comprenez que cela peut prendre du temps?
et que ce que je découvrirai ne sera peut-être pas ce que vous espérez entendre? Je ne cherche pas à entendre ce qui me fait plaisir, monsieur Calvino. Je cherche la vérité. Il a hoché la tête. Très bien. Je vous recontacterai dans 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, j'ai essayé de vivre normalement. Je continuais mes cours d'aquarelle. Le jeudi après-midi, nous peignions des paysages, des forêts brumeuses, des rivières tranquilles, des ciels d'automne. C'était apaisant, presque thérapeutique. Un soir, alors que je rentrais chez moi, j'ai croisé Séverin dans la rue, par hasard, près de la station de métro Trocadéro. Il était seul. Il portait un costume sombre, une mallette à la main. Il avait l'air fatigué, des cernes profonds sous les yeux. Nos regards se sont croisés. Pendant 1 seconde, j'ai cru qu'il allait détourner les yeux et passer son chemin. Mais il s'est arrêté. Maman, Séverin. Un silence gênant s'est installé entre nous. Les gens passaient autour de nous, pressés, indifférents. « Comment vas-tu » j'ai fini par demander. « Ça va, beaucoup de travail. Et toi ?»« Bien, je m'occupe. » Encore un silence. « Maman, Il a hésité. « Je voulais te dire, je sais que les choses sont compliquées entre nous en ce moment. Mais tu me manques. Mon cœur s'est serré. Alors pourquoi ne m'appelles-tu jamais ? Parce que Gracielle, il s'est arrêté. Laisse tomber. C'est compliqué. Séverin, tu es un homme adulte. Tu as 35 ans. Tu n'as pas besoin de la permission de ta femme pour parler à ta mère. Il a baissé les yeux. Ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'est pas simple ? Tout. Gracielle elle a ses opinions. Et moi, je ne veux pas de conflit. Je veux juste la paix. La paix à quel prix, mon chéri ? Au prix de ta propre mère ? Il n'a pas répondu. Il a juste serré sa mallette un peu plus fort. Je dois y aller. Gracielle m'attend. Il s'est éloigné sans se retourner. Je suis resté là, figé, au milieu de la foule, et j'ai compris que mon fils était prisonnier. Pas d'une cellule, mais d'une femme qui le manipulait avec une habileté redoutable. 2 jours plus tard, monsieur Calvino m'a appelé. « Madame Montlouis, j'ai des informations. Pouvons-nous nous voir ?» Nous nous sommes retrouvés dans son bureau. Il a posé un dossier devant moi. Un dossier épais, rempli de documents, de photos, de relevés bancaires. Alors, j'ai demandé, la gorge serrée. Gracielle Moreau a un passé, disons, coloré. Avant de rencontrer votre fils, elle a eu 3 relations sérieuses, toutes avec des hommes aisés, un avocat, un entrepreneur, un banquier. Toutes ces relations se sont terminées de la même façon. C'est-à-dire, elle obtient ce qu'elle veut, un appartement, une voiture, de l'argent, puis elle part. Elle a un schéma répétitif. Il a ouvert le dossier. Regardez, ici, en 2018, elle sort avec un homme nommé Thomas Leclerc, avocat. Après 2 ans ensemble, il lui achète une voiture. Elle le quitte 6 mois plus tard. En 2020, elle fréquente Julien Fabre, entrepreneur dans le digital. Il investit dans un de ses projets, 15 000 €. Le projet n'aboutit jamais. Elle disparaît. Mon sang s'est glacé. Et mon fils ? Votre fils est le 3e depuis 2020. Mais cette fois, elle a visé plus haut. Le mariage, la légitimité, l'accès à un patrimoine familial. Mon Dieu, il y a autre chose. Il a tourné une page. Gracielle a des dettes, beaucoup de dettes, cartes de crédit, prêts personnels. Elle doit environ 40 000 €. 40 000 €? Oui, et elle cache tout cela à votre fils. Du moins, c'est ce que mes investigations suggèrent. Elle paye les minimums chaque mois pour que rien n'explose. Mais elle vit au-dessus de ses moyens. J'ai fermé les yeux, tout s'éclairait. Les demandes d'argent, la tentative de fraude bancaire, l'appel agressif, tout. Que dois-je faire avec ces informations ? C'est à vous de décider, madame. Mais si vous voulez mon avis, votre fils doit savoir, avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là, j'ai passé des heures à réfléchir. Devais-je montrer ce dossier à Séverin ? Allait-il me croire ? Ou allait-il penser que j'inventais tout cela pour le séparer de sa femme ? J'ai appelé Madame Berger. « Mathilde, j'ai besoin de vos conseils. » Elle est venue chez moi 1 heure plus tard, avec une bouteille de cognac. Nous nous sommes assises dans le salon. Je lui ai tout raconté. Le détective, le dossier, les dettes, le passé de Gracielle. Elle a écouté en silence, sirotant son cognac. « Désirine, je vais vous dire ce que je pense. Si vous montrez ce dossier à votre fils maintenant, il va se braquer. Il va penser que vous êtes jalouse, possessive, qu'il vous cherchez à contrôler sa vie. Mais il doit savoir. Oui, mais pas comme ça. Pas maintenant. Attendez, laissez-le vivre. Laissez Gracielle montrer son vrai visage. Et quand il viendra vers vous, brisé, alors vous serez là, avec la vérité. Et s'il ne vient jamais ?
Alors vous aurez au moins protégé votre patrimoine et votre dignité. Elle avait raison. J'ai rangé le dossier dans un tiroir de mon bureau. Et j'ai attendu. Les mois suivants ont été une période étrange. Mai, juin, juillet 2024. Paris brûlait sous la canicule. Les gens fuyaient vers les plages. Moi, je restais dans ma maison climatisée, à peindre, à lire, à attendre. Séverin ne m'appelait toujours pas, mais je savais qu'il pensait à moi. Comment le savais-je? Parce qu'en juin, j'ai reçu un colis, un petit paquet livré par la poste. À l'intérieur, une écharpe en soie, bleue, ma couleur préférée. Pas de carte, pas de message, juste l'écharpe. Je l'ai portée le lendemain, et j'ai pleuré. En août 2024, j'ai pris une décision. Je suis partie en voyage, seule, pour la première fois de ma vie. J'ai choisi la Provence. 3 semaines dans un petit mât près de Gordes, des champs de lavande à perte de vue, des marchés provençaux, des dîners sur la terrasse, face au coucher de soleil. C'était merveilleux, libérateur. Je me suis sentie vivante, vraiment vivante. Un soir, alors que je dînais dans un restaurant du village, j'ai rencontré un homme, un Américain, la soixantaine, veuf lui aussi. Il s'appelait Richard. Nous avons parlé pendant des heures, de nos vies, de nos pertes, de nos espoirs. Il m'a dit, « You know, Désirine, the hardest thing about losing someone is not their absence. It's realizing you survived it. » Vous avez raison. And when you realize you can survive anything, you become dangerous, in the best way. Je n'ai jamais revu Richard après cette soirée, mais ces mots sont restés gravés en moi. Je suis rentrée à Paris fin août, bronzée, reposée, transformée. Et puis, début septembre 2024, j'ai reçu un appel de Séverin. « Maman, il faut qu'on se voie. C'est urgent. » Nous nous sommes retrouvés dans le même café près de la Bastille. Il avait encore maigri. Ses mains tremblaient légèrement. « Maman, j'ai besoin de te parler. En toute honnêteté, je t'écoute. Gracielle et moi, on a des problèmes financiers. Elle a accumulé des dettes, beaucoup de dettes, et je viens de le découvrir. Mon cœur a bondi. Combien? 40 000 €, peut-être plus. Je ne sais pas. Elle me cache des choses. Elle reçoit des appels de créanciers. Des huissiers ont frappé à notre porte. Mon Dieu, Séverin. Je ne sais plus quoi faire. J'ai pensé à vendre l'appartement, mais il est à ton nom. Et la voiture aussi. Si je perds mon travail à cause de tout ce stress, on va tout perdre. Il a levé les yeux vers moi, des yeux remplis de désespoir. Maman, je sais que je t'ai maltraité. Je sais que j'ai été injuste. Mais s'il te plaît, aide-moi. J'ai posé ma main sur la sienne. Séverin, je vais t'aider, mais pas en donnant de l'argent à Gracielle. Alors comment? En te disant la vérité. J'ai sorti mon téléphone. J'ai montré des photos du dossier que M. Calvino m'avait remis. Gracielle a un passé, un schéma. Elle fait cela depuis des années. Tu n'es pas le premier. Et si tu ne réagis pas, tu ne seras pas le dernier. Il a regardé les photos, lentement. Son visage s'est décomposé. Depuis quand tu sais? Depuis avril. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que tu ne m'aurais pas écouté. Tu m'aurais accusé de mentir, de manipuler. Tu devais découvrir par toi-même. Il a fermé les yeux. J'ai été aveugle. Oui, mais maintenant, tu vois, la question est, que vas-tu faire? Il n'a pas répondu. Il s'est levé. Je dois réfléchir. Et il est parti. Septembre s'est transformé en octobre, puis en novembre. Les feuilles tombèrent des arbres. L'automne parisien déployait sa mélancolie dorée. Séverin ne m'a pas rappelé, mais je savais qu'il luttait, qu'il essayait de démêler le vrai du faux, de sauver ce qui pouvait encore l'être. Et moi, j'attendais, pas avec espoir, pas avec impatience, juste avec une forme de sérénité résignée. Puis, début décembre 2024, j'ai reçu une invitation qui allait tout changer. Chers amis, nous avons le plaisir de vous inviter à notre réveillon du Nouvel An. Dîner, champagne et festivités jusqu'à l'aube. Dress code, élégance, RSVP avant le 15 décembre, Gracielle et Séverin. Une invitation imprimée sur du papier crème avec des lettres dorées, comme pour un mariage ou un enterrement. J'ai hésité pendant des jours. Devais-je y aller? Devais-je refuser? Madame Berger m'a dit « Allez-y, montrez-leur que vous êtes toujours debout, que vous n'avez pas peur. » Alors j'ai répondu « Oui, je serai là. » Et j'ai commencé à me préparer pour ce qui serait la nuit la plus importante de ma vie. Le 31 décembre 2024, une date que je n'oublierai jamais. J'ai passé l'après-midi à me préparer. J'ai choisi une robe noire élégante, simple mais raffinée, des perles au cou, un rouge à lèvres discret. Je voulais être impeccable, digne,
Madame Berger est venue me voir avant mon départ. Désirine, vous êtes magnifique. Tenez-vous droite. Quoi qu'il arrive ce soir, gardez votre calme. J'essaierai. Ne vous laissez pas provoquer. Et si cela devient insupportable, partez. Simplement. J'ai pris un taxi jusqu'à l'appartement de Séverin. Il était 19h30. La nuit était déjà tombée sur Paris. Les rues scintillaient de décorations lumineuses. Quand je suis arrivé, l'appartement était plein. Une vingtaine d'invités. Musique lounge en fond. Champagne qui coule. Canapés sophistiqués disposés sur des plateaux d'argent. Gracielle m'a accueilli avec un sourire figé. Madame Montlouis, quelle surprise. Je ne pensais pas que vous viendriez vraiment. J'ai dit que je viendrais. Bien sûr, Séverin sera content. Il est dans la cuisine. Elle ne m'a pas proposé de champagne. Elle ne m'a pas présenté aux invités. Elle m'a juste pointé vers la cuisine et s'est éloignée. Séverin préparait des toasts au saumon fumé. Quand il m'a vu, son visage s'est éclairé. « Maman, tu es venue. » Il m'a embrassé sur la joue. Un geste rapide, presque furtif. « Comment vas-tu » j'ai demandé. « Bien. Enfin, ça va. C'est compliqué en ce moment. »« Les dettes » Il a baissé la voix. « Oui, Gracielle refuse d'en parler. Elle dit que tout est sous contrôle. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Alors pourquoi organisez-vous cette fête ? Parce qu'elle a insisté. Elle dit qu'on doit montrer que tout va bien, que c'est important pour son image. Image, toujours l'image, jamais la vérité. Le dîner a commencé vers 21h. Table dressée avec soin, vaisselle assortie, bougies. Tout était parfait, en apparence. J'étais assise à un bout de la table, Gracielle à l'autre bout. Séverin au milieu, comme un arbitre entre deux mondes. Les invités parlaient fort. Ils riaient. Ils débouchèrent des bouteilles. Moi, je mangeais en silence, répondant poliment quand on m'adressait la parole. Vers 23h, Gracielle a levé son verre. « Mes amis, je veux porter un toast. À cette année formidable. À nos projets. À notre avenir. » Tout le monde a applaudi. Puis elle a ajouté, en me regardant droit dans les yeux, « Et merci à ceux qui ont cru en nous, même si certains ont eu du mal. » Un rire nerveux a parcouru la table. J'ai senti le piège se refermer. Minuit approchait. Les invités se sont rassemblés dans le salon pour le compte à rebours. Champagne à la main. Excitation dans l'air. 10, 9, 8. Je me tenais près de la fenêtre, légèrement en retrait. 7, 6, 5. Séverin cherchait Gracielle du regard. 4, 3, 2. Bonne année! Explosion de joie. Embrassade. Confetti. Séverin s'est approché de moi. Bonne année, maman. Bonne année, mon chéri. Puis Gracielle est arrivée. Elle a enlacé Séverin. Elle l'a embrassé longuement, devant moi, comme pour marquer son territoire. Vers 1h du matin, la plupart des invités étaient repartis. Il ne restait que quelques amis proches de Gracielle. Et moi, j'étais assise sur le canapé, un verre d'eau à la main, fatiguée, prête à partir. C'est alors que Gracielle a dit, assez fort pour que tout le monde entende, « Franchement, Séverin, ta mère aurait pu faire un effort, offrir quelque chose, contribuer. Après tout, on l'a invitée. » Le silence est tombé. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai posé mon verre. J'ai apporté une bouteille de champagne. Une bouteille ? Génial. Pendant que nous, on se ruine pour recevoir. Séverin a murmuré. « Gracielle, arrête. Non, je ne m'arrête pas. J'en ai marre de faire semblant. Ta mère est riche. Elle vit seule dans une maison immense. Elle a tout cet argent. Et elle refuse de t'aider. De nous aider. C'est égoïste. » Mon sang bouillait. Mais je restais calme. « Gracielle, ce n'est ni le lieu ni le moment. » Ah vraiment ? Et quand est-ce que c'est le moment ? Quand est-ce que tu vas enfin comprendre que ton fils a besoin de toi ? Séverin s'est levé. Gracielle, ça suffit. Mais elle était lancée. Non, ça ne suffit pas. Tu sais quoi, Séverin ? Dis-le lui. Dis à ta mère ce que tu penses vraiment. Séverin me regardait. Ses yeux étaient rouges, de fatigue, de honte, d'alcool peut-être. Maman, Gracielle a ri. Un rire dur, métallique. Il n'ose pas. Alors je vais le dire pour lui. Elle s'est tournée vers moi. Séverin en a marre. Marre de quémander. Marre d'attendre que tu meurs pour avoir ce qui lui revient. J'ai senti mon cœur se briser. Puis Séverin a parlé. Lentement. Comme un automate. Je voudrais que vous ne soyez pas ma mère. Ces mots ont résonné dans le silence. Personne ne respirait. J'ai regardé mon fils. Cet homme que j'avais porté, nourri, élevé, aimé. Cet homme qui venait de me détruire avec une phrase. Gracielle riait doucement. Je me suis levée, calmement. J'ai pris mon sac, j'ai enfilé mon manteau, et j'ai dit d'une voix claire, ferme, sans trembler, «
Ton désir va se réaliser. J'ai ouvert la porte, je suis sortie. Derrière moi, j'ai entendu Gracielle dire « Enfin !» Dans l'escalier, mes jambes ont failli me lâcher. Mais je suis descendue, marche après marche. Dehors, il faisait froid, un froid sec, coupant. Les rues étaient désertes. J'ai marché, sans but, juste marcher, respirer, survivre. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Maître Rousseau. Messagerie vocale. Maître, c'est Désirine Montlouis. Demain matin, 1e heure, je veux activer toutes les mesures que nous avons préparées. Ordre de despejo. Recollement de la voiture. Tout. Merci. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Je suis rentrée chez moi vers 2 heures du matin. La maison était silencieuse, froide. Mais pour la première fois, ce silence ne me pesait pas. Il me protégeait. J'ai enlevé ma robe noire. J'ai enfilé ma chemise de nuit et je me suis assise dans mon lit, le téléphone à la main. À 2h27 exactement, j'ai envoyé un message à Maître Rousseau, même si je savais qu'il dormait. Confirmez-moi que tout sera exécuté demain. Ordre de quitter les lieux, blocage de la voiture, notification du retrait du testament. Puis j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais pas être dérangée. Pas cette nuit. Pendant ce temps, dans l'appartement du 11e arrondissement, Séverin était assis sur le canapé. Les derniers invités étaient repartis. Gracielle rangeait les verres en chantonnant. « Enfin débarrassée », a-t-elle dit en riant. « Tu as vu sa tête? Elle est partie comme une voleuse. » Séverin ne répondait pas. Il fixait le vide. « Séverin, ça va? Je lui ai dit que je voudrais qu'elle ne soit pas ma mère. Et alors? C'est ce que tu penses, non? Je ne sais pas. » Gracielle a haussé les épaules. « De toute façon, c'est fait. Maintenant, elle va peut-être réfléchir. Et nous donner ce qu'on mérite. » À 2h58, le téléphone de Séverin a sonné. Un numéro inconnu. Il a décroché. « Allô? Monsieur Montlouis? Maître Rousseau, notaire de votre mère. Pardonnez-moi de vous appeler à cette heure, mais j'ai reçu des instructions urgentes. » Le cœur de Séverin s'est mis à battre violemment. Des instructions? Oui. Madame Désirine Montlouis a demandé l'activation immédiate de plusieurs mesures juridiques. Premièrement, l'appartement dans lequel vous résidez actuellement, propriété de votre mère, fait l'objet d'une procédure d'expulsion. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Quoi? Deuxièmement, le véhicule Audi immatriculé à son nom sera saisi demain matin à 8 heures. Un huissier viendra le récupérer. Attendez, ce n'est pas possible. Troisièmement, vous avez été retiré de son testament. Vous ne recevrez que la réserve héréditaire légale. Tous les autres biens seront légués à des œuvres caritatives. Séverin ne pouvait plus respirer. Pourquoi? Pourquoi elle fait ça? Je ne peux pas commenter les motivations de ma cliente, monsieur. Je vous informe simplement des faits juridiques. Les documents officiels vous seront envoyés par courrier recommandé demain. Bonne fin de soirée. Maître Rousseau a raccroché. Séverin est resté figé, le téléphone à la main. Gracielle le regardait, inquiète pour la première fois. C'était qui? Le notaire de ma mère. Et elle nous expulse. Elle reprend la voiture. Elle me retire du testament. Le visage de Gracielle s'est décomposé. Quoi? Tout? Elle retire tout? Mais elle ne peut pas faire ça. Si, elle peut. Tout est à son nom. L'appartement, la voiture, tout. Gracielle a explosé. C'est de ta faute. Tu n'aurais jamais dû dire ça. C'est toi qui m'as poussé à le dire. Moi, j'essayais de te libérer d'elle, de cette vieille égoïste qui nous bloque. Elle ne nous bloquait pas, Gracielle. Elle se protégeait de toi. Le silence est tombé, lourd, glacial. De moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Séverin s'est levé. Il est allé dans la chambre. Il a ouvert son ordinateur. Il a cherché le dossier que sa mère lui avait montré en septembre, les photos, les preuves. Il est revenu dans le salon. Ça, c'est ça que je veux dire. Il a posé l'ordinateur devant Gracielle. Elle a regardé l'écran. Son visage est devenu blanc. Où tu as eu ça? Ma mère. Elle a engagé un détective privé. Elle sait tout. Tes ex, tes dettes, tes mensonges. Séverin, ce n'est pas ce que tu crois. 40 000 € de dettes, Gracielle. 40 000. Et tu me l'as caché. Pendant des années. Je voulais te protéger. Me protéger ou te protéger toi? Elle a éclaté en sanglots. Je t'aime, Séverin. Je t'aime vraiment. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous, pour notre avenir. Non, tout ce que tu as fait, c'était pour toi. Et j'ai été assez stupide pour ne pas le voir. Le lendemain matin, 1er janvier 2025, à 8 heures précises, un huissier a sonné à la porte. « Monsieur Montlouis, je viens récupérer le véhicule Audi gris métallisé, immatriculé
Séverin lui a tendu les clés sans un mot. Par la fenêtre, il a regardé la voiture partir. La voiture que sa mère lui avait offerte. La voiture qu'il avait prise pour acquise. Gracielle était assise sur le canapé, en larmes. « Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. On va où ? On n'a pas d'argent pour un nouvel appartement. On ira chez tes parents. »« Chez mes parents ? Tu plaisantes ? Tu as une meilleure idée ?» Elle n'a pas répondu. 3 jours plus tard, Séverin a essayé d'appeler sa mère. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Elle n'a jamais décroché. Il a envoyé des messages. « Maman, s'il te plaît, réponds-moi. Je suis désolé. » Aucune réponse. Il est allé devant sa maison. Il a sonné. Personne n'a ouvert. Il a attendu. Des heures. Puis il est reparti. Pendant ce temps, j'étais assise dans mon salon, avec Madame Berger. Nous buvions du thé. « Il est venu ?» a-t-elle demandé. « Oui. Vous avez ouvert ?»« Non. » « Bien. » J'ai regardé par la fenêtre. Les arbres étaient nus. L'hiver parisien s'installait. « Vous pensez qu'il comprendra un jour ?» a demandé Madame Berger. « Peut-être, ou peut-être pas. Mais ce n'est plus mon problème. Vous êtes en paix ? Pas encore. Mais je le serai. » Janvier 2025 a été le mois le plus froid que Paris ait connu depuis des années. Mais dans ma maison, j'avais chaud. J'avais enfin retrouvé ma paix. Les premiers jours, j'ai surveillé mon téléphone. Les appels de Séverin, les messages, 15, 20, 30, puis ils se sont espacés, puis ils ont cessé. Maître Rousseau m'a tenu informé. L'expulsion suit son cours. Ils ont demandé un délai supplémentaire. J'ai refusé. Très bien. Madame, puis-je vous poser une question personnelle ? Allez-y. Vous souffrez ? J'ai réfléchi. Moins que je ne l'aurais cru. Mi-janvier, Madame Berger m'a apporté des nouvelles. Elle les tenait d'une commerçante du quartier qui connaissait quelqu'un qui connaissait Gracielle. Ils ont déménagé chez les parents de Gracielle, un pavillon en banlieue. Apparemment, l'ambiance est difficile, je m'en doute. Et Gracielle, ses créanciers la poursuivent. Elle a dû fermer ses comptes sur les réseaux sociaux. Trop de messages d'huissiers. J'ai hoché la tête. Je ne ressentais ni joie, ni tristesse. Juste une forme de justice naturelle. Fin janvier, j'ai reçu une lettre, manuscrite. L'écriture de Séverin. Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu la recevras. Mais je dois essayer. J'ai tout perdu. L'appartement, la voiture, ta confiance, et peut-être plus grave encore, mon respect pour moi-même. Tu avais raison sur Gracielle. Sur tout. Elle m'a utilisé. Elle m'a manipulé. Et moi, aveuglé, je l'ai laissé détruire ce que j'avais de plus précieux. Toi. Je ne te demande pas de pardon. Je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que je regrette. Chaque mot, chaque geste, chaque silence. Si un jour tu peux me pardonner, je serai là. Mais si tu ne peux pas, je comprendrai. Ton fils qui t'aime malgré tout, Séverin. J'ai lu cette lettre 3 fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir, sans répondre. Pas encore. Février est arrivé, puis mars. Le printemps pointait son nez. Les premiers bourgeons apparaissaient sur les arbres de mon jardin. J'ai repris mes cours d'aquarelle. Mon club de lecture, mes promenades, ma vie. Un après-midi, alors que je rentrais du marché, j'ai vu Séverin, assis sur les marches devant ma maison. Il avait encore maigri, son costume était froissé, ses chaussures usées. Quand il m'a vu, il s'est levé. « Maman !» Je me suis arrêtée à 3 mètres de lui. « Que fais-tu ici ? Je voulais te voir, te parler. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît. 5 minutes. » J'ai hésité. Puis j'ai dit « Très bien, 5 minutes. » Nous sommes entrés. Il est resté debout dans le hall d'entrée. Je ne l'ai pas invité à s'asseoir. Gracielle et moi, c'est fini. Je l'ai quittée. Quand ? Il y a 2 semaines. Elle refusait d'assumer ses dettes. Elle voulait que je demande encore de l'argent à... Enfin, tu comprends. Et maintenant ? Je vis dans un studio, 20 mètres carrés, dans le 19e. Je travaille toujours. Je rembourse ses dettes petit à petit. Pourquoi tu me racontes ça ? Parce que je veux que tu saches que j'ai compris, que j'ai changé. J'ai croisé les bras. Tu as changé parce que tu as perdu, pas parce que tu as réfléchi. Il a baissé la tête. Peut-être, mais le résultat est le même. Non, Séverin, le résultat n'est pas le même. Un long silence. Je peux faire quelque chose pour regagner ta confiance ? Peut-être, avec le temps. Beaucoup de temps. Combien ? Je ne sais pas. Des mois, des années. Peut-être jamais. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ne me pardonneras jamais ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne t'aiderai plus financièrement, plus jamais. Que tu réussisses ou que tu échoues, ce sera par tes propres moyens. Il a hoché la tête. Je comprends. Maintenant tu peux partir.
Il a tourné les talons, puis il s'est arrêté. Maman? Oui, je t'aime, même si tu ne me crois pas. Prouve-le. Il est sorti. Les semaines suivantes, Séverin m'a envoyé des nouvelles, courtes, respectueuses, sans demande. Maman, j'ai trouvé un nouvel emploi. Ça paye mieux. Maman, j'ai remboursé 5 000 € de dette, encore 35 000 à faire. Maman, je pense à toi. Je lisais, mais je ne répondais pas. Avril 2025, 1 an après ma rencontre avec le détective. J'étais assise dans mon jardin, à peindre un cerisier en fleurs. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Madame Montlouis, c'est Maître Dupuis. Vous vous souvenez de moi? Le notaire qui avait contacté Séverin en 2022. Oui, que puis-je pour vous? Je voulais vous informer que votre fils est venu me voir. Il souhaite annuler la demande qu'il avait faite concernant votre patrimoine. Vraiment? Oui. Il m'a dit textuellement, je n'ai aucun droit sur les biens de ma mère. Elle en fait ce qu'elle veut. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Une petite fissure dans le mur que j'avais construit. Merci de m'en informer, maître. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai répondu à un message de Séverin. Merci pour ce que tu as fait chez Maître Dupuis. C'était important. 3 minutes plus tard, sa réponse, c'était la moindre des choses. Puis, est-ce qu'un jour, on pourra prendre un café ensemble, sans pression, juste parler? J'ai regardé ce message pendant longtemps, puis j'ai écrit « peut-être » quand je serai prête, et j'ai éteint mon téléphone. Mai 2025. Les roses de mon jardin étaient en pleine floraison, blanches comme celles qu'Armand m'offrait autrefois. Un matin, Madame Berger est venue prendre le thé. Elle avait des nouvelles. Encore. Gracielle a été vue au tribunal. Apparemment, elle fait face à plusieurs poursuites. Ses créanciers ne lui laissent plus aucun répit. Et ses parents? Ils l'ont mise à la porte. Elle vit maintenant chez une amie, dans une chambre de bonne, 6e étage sans ascenseur. Je n'ai rien dit, juste hoché la tête. Vous ne ressentez rien? A demandé Madame Berger. De la pitié, peut-être, mais pas de joie. Le karma n'est pas une vengeance. C'est juste un équilibre. Juin 2025. Séverin m'a envoyé une photo. Lui, devant un petit studio fraîchement repeint, propre, modeste, mon nouveau chez moi, payé avec mon travail. Rien que le mien. J'ai regardé cette photo longtemps. Mon fils, seul, mais debout. J'ai répondu, je suis fière de toi. 3 mots. Les premiers mots positifs depuis 6 mois. Juillet. Un après-midi chaud. Je lisais dans mon jardin quand la sonnette a retenti. C'était Séverin, avec un bouquet de roses blanches. Je sais que tu m'as dit d'attendre. Mais c'est l'anniversaire de la mort de papa. Je me suis dit que, peut-être, le 23 juillet, l'anniversaire de la mort d'Armand. Comment avais-je pu l'oublier? Entre. Nous sommes allés au cimetière ensemble, en silence. Nous avons déposé les fleurs sur la tombe. Papa serait déçu de moi, a murmuré Séverin. Oui, tu ne me facilites pas les choses. Je ne suis pas là pour te faciliter les choses. Il a souri tristement. Gracielle m'a contacté la semaine dernière. Elle veut qu'on se remette ensemble. Mon cœur s'est serré. Et j'ai dit non. J'ai compris que je n'avais jamais été moi-même avec elle. J'étais juste ce qu'elle voulait que je sois. C'est déjà un progrès. Nous sommes restés là, devant la tombe, pendant 1 heure, à parler de papa, de souvenirs, de rien et de tout. Quand nous sommes repartis, j'ai dit « Tu peux venir dîner dimanche prochain, si tu veux. » Ses yeux se sont illuminés. « Vraiment? Oui, mais juste toi. Juste moi, promis. » Le dimanche, Séverin est arrivé à 19 h, avec une bouteille de vin. Modeste mais correcte. J'avais préparé un rôti, des légumes du marché, une tarte aux framboises. Nous avons mangé, lentement, en parlant de son travail, de mes aquarelles, de la vie. Pas un mot sur Gracielle, pas un mot sur l'argent, pas un mot sur le passé récent. Juste un dîner, entre une mère et son fils. À la fin du repas, il m'a aidé à débarrasser, comme il le faisait enfant. « Maman? Oui? Merci. Pour ce soir, pour tout? De rien? Je vais continuer à travailler sur moi, à rembourser les dettes, à devenir quelqu'un dont tu pourrais être fier. Tu y arriveras, mais fais-le pour toi, pas pour moi. » Il est parti vers 22 h. J'ai regardé par la fenêtre. Il marchait d'un pas léger, presque heureux. Août 2025. J'ai reçu un appel de Maître Rousseau. « Madame Montlouis, je vous informe que Gracielle Moreau a déposé le bilan. Faillite personnelle. Ses biens ont été saisis. Je vois. Elle a également divorcé de votre fils. Le divorce a été prononcé la semaine dernière. Ah, votre fils ne vous l'a pas dit? Non. Après avoir raccroché,
J'ai appelé Séverin. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais divorcé? Silence. Puis, je ne voulais pas que tu penses que je le faisais pour regagner ta confiance. Je l'ai fait parce que c'était nécessaire, pour moi. Je comprends, maman. Oui. Est-ce qu'un jour, tu pourras me pardonner complètement? Je ne sais pas, Séverin, mais je peux essayer. Septembre 2025, 1 an après notre confrontation au café, 1 an après les révélations. Séverin m'a invité dans son studio, pour la première fois. C'était petit, propre, simple, des livres sur une étagère, une plante verte près de la fenêtre. Une photo de nous trois, lui, moi, Armand, sur le mur. C'est joli, j'ai dit. C'est chez moi, vraiment chez moi. Nous avons bu du thé, parlé de l'avenir, de ses projets, de mes voyages possibles. En partant, je lui ai dit « Je suis fier de ce que tu deviens ». Il a pleuré, silencieusement. Octobre, un matin frais. J'ai reçu une lettre anonyme. À l'intérieur, un article de journal découpé. Gracielle Moreau, ancienne influenceuse, condamnée pour escroquerie. Plusieurs victimes témoignent. Je n'ai pas lu l'article en entier. Je l'ai jeté. Le karma avait fait son travail. Je n'avais pas besoin d'en savoir plus. Novembre 2025. Séverin venait dîner chez moi chaque dimanche, régulièrement, sans faille. Il ne demandait rien. Il apportait juste du vin, son sourire et des histoires de sa semaine. Un soir, alors qu'il partait, je lui ai dit « Séverin? Oui, maman? Je te pardonne. » Il s'est figé. « Quoi? Je te pardonne. Pas pour ce que tu as dit, pas pour ce que tu as fait, mais parce que tu as changé. Vraiment. » Il m'a serré dans ses bras, fort, comme il ne l'avait pas fait depuis des années. « Merci, maman. Merci. » Décembre 2025, 1 an exactement après la nuit du réveillon. Nous étions assis dans mon salon, Séverin et moi, Madame Berger aussi, un petit dîner tranquille. L'année dernière à cette date, a commencé Séverin. N'en parlons pas, j'ai coupé. Non, je veux en parler. L'année dernière, j'ai tout perdu. Et c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Comment ça? Parce que j'ai découvert qui j'étais vraiment, sans l'argent, sans le confort, sans les illusions. Madame Berger a levé son verre, à la vérité, même quand elle fait mal. Nous avons trinqué, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ma famille, ma vraie famille, était là, autour de cette table, fin décembre 2025. Presque 1 an jour pour jour après cette terrible nuit. J'étais dans mon jardin, à tailler mes rosiers pour l'hiver, quand Madame Berger est arrivée avec un journal sous le bras. « Désirine, vous devez voir ça. » Elle a ouvert le journal à la page des faits divers. Un article avec une photo. Gracielle, plus maigre, les cheveux ternes, le regard vide. Condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour escroquerie et usurpation d'identité. Gracielle Moreau devra également rembourser plus de 60 000 € à ses victimes. J'ai lu l'article en silence. Elle avait escroqué d'autres personnes après notre séparation. Toujours le même schéma, toujours les mêmes promesses. Elle a tout perdu, a murmuré Madame Berger. Elle a perdu ce qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Le lendemain, Séverin m'a appelé. Sa voix tremblait. « Maman, tu as vu l'article? » « Oui. Je ne sais pas quoi dire. J'ai été mariée à cette femme. J'ai failli détruire ma vie pour elle. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as ouvert les yeux à temps. Grâce à toi. Si tu n'avais pas été aussi ferme, je serais encore avec elle, aveugle, manipulée. Tu m'en voulais à l'époque, je sais. Mais aujourd'hui, je comprends. Tu ne m'as pas abandonnée. Tu m'as sauvée. Un long silence. Puis il a ajouté « Maman, je veux que tu saches quelque chose. J'ai fini de rembourser toutes les dettes. Toutes. » Mon cœur a bondi. « Vraiment? » ?»« Oui, 35 000 €. Ça m'a pris presque 1 an, mais c'est fait. Je suis libre. Je suis fière de toi, mon chéri. Et toi, tu vas bien? Mieux que jamais. Quelques jours plus tard, le 31 décembre 2025 exactement, j'ai organisé un petit réveillon chez moi. Rien d'extravagant. Juste Séverin, Madame Berger et 2 amis de mon club de lecture. 5 personnes. Un repas simple, du champagne, de la musique douce. À 23 h, alors que nous étions au dessert, Séverin s'est levé. Je voudrais porter un toast. Tout le monde a levé son verre. Il y a 1 an, cette nuit-là, j'ai dit les mots les plus cruels qu'un fils puisse dire à sa mère. Et elle m'a laissé partir. Il me regardait, les yeux brillants. Je pensais qu'elle m'abandonnait, mais en réalité, elle me libérait. De mes illusions, de ma lâcheté, de moi-même. Sa voix tremblait. « Maman, je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai dit, mais je passerai le reste de ma vie à te prouver que ce n'était pas moi, que l'homme que je suis devenu mérite peut-être
peut-être ton amour. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. Tu l'as toujours eu, mon fils, même quand je t'ai fermé ma porte. Il est venu vers moi, il s'est agenouillé, comme un enfant. Pardon, maman, pour tout. Je l'ai pris dans mes bras. C'est déjà oublié. Madame Berger essuyait ses larmes. Mes amis aussi. À minuit, nous avons trinqué sur le balcon. Paris scintillait sous les feux d'artifice. À l'année nouvelle, a dit Madame Berger. À la vérité, a ajouté Séverin. À la dignité, j'ai murmuré. Nous avons bu en silence, regardant la ville s'illuminer. Le lendemain matin, 1er janvier, Séverin m'a aidé à ranger. Nous lavions la vaisselle ensemble, comme autrefois. Maman, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Qu'est devenue Gracielle? Vraiment? Je ne sais pas, et je ne veux pas savoir. Tu ne ressens rien pour elle? Ni pitié, ni colère? Non, juste de l'indifférence. Elle a fait ses choix, elle en assume les conséquences. C'est tout. Tu crois qu'elle a appris quelque chose? Peut-être, ou peut-être pas. Ce n'est plus mon problème, ni le tien. Il a hoché la tête. Tu as raison. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de Gracielle. Une écriture nerveuse, serrée. Je l'ai ouverte par curiosité. Madame Montlouis, je ne sais pas si vous lirez cette lettre, mais j'ai besoin de vous écrire. J'ai tout perdu. Mon mari, ma réputation, ma liberté. Et je sais que c'est ma faute. Je vous ai détesté. Pendant longtemps, je vous ai vu comme un obstacle, une vieille femme égoïste qui refusait de partager. Mais aujourd'hui, assise dans cette petite chambre froide, je comprends. Vous ne protégiez pas votre argent. Vous protégiez votre fils, de moi. Je ne vous demande pas de pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je veux juste que vous sachiez que vous aviez raison. Surtout, Gracielle, j'ai lu cette lettre 2 fois, puis je l'ai brûlée dans la cheminée. Pas par colère, juste parce que ce chapitre était terminé. Février, mars, avril, la vie continuait, tranquille, apaisée. Séverin venait toujours dîner le dimanche. Parfois, il restait dormir dans son ancienne chambre, celle que je n'avais jamais transformée. Un soir, alors qu'il lisait dans le salon, je lui ai dit « Séverin? Oui, je vais modifier mon testament. » Il a levé les yeux, inquiet. « Ah, tu seras à nouveau mon héritier, principal, de tout. »« Maman, tu n'es pas obligée? »« Je sais, mais je veux. Tu as prouvé que tu mérites ma confiance. » Il a fermé son livre. « Je ne veux pas de ta maison pour la vendre. Je sais. Je veux dire, un jour, quand tu ne seras plus là, je la garderai. Je la protégerai, comme toi tu l'as protégée. C'est tout ce que je demande. » Mais, 1 an et 4 mois après la nuit du réveillon, Madame Berger et moi prenions le thé dans son salon. « Vous souvenez-vous de cette nuit ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr. Vous avez des regrets ?»« Aucun. J'ai fait ce qui devait être fait. » Et Séverin, il est devenu l'homme que j'espérais qu'il soit, mais il a dû tomber pour se relever. Et Gracielle? Le karma s'est occupé d'elle. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Madame Berger a souri. « Vous êtes en paix, maintenant. » Oui. Enfin, juin 2025. Les roses blanches étaient en pleine floraison dans mon jardin. Comme chaque année, comme toujours. J'avais 60 ans. Séverin en avait 36. Et pour la première fois depuis longtemps, nous étions enfin une famille. Une vraie. Un dimanche après-midi, nous étions assis sur la terrasse. Lui avec son café. Moi avec mon thé. « Maman, tu te souviens de cette nuit? »« Laquelle? »« Tu sais bien. Le réveillon. »« Oui, je m'en souviens. Parfois, je me réveille encore en pensant à ce que j'ai dit. Arrête de te punir, Séverin, c'est fini. Comment as-tu trouvé la force? La force de quoi? De me laisser partir, de ne pas céder. J'ai réfléchi. Parce que céder, c'était te perdre définitivement. Te laisser partir, c'était te donner une chance de revenir. Il a hoché la tête lentement. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Juillet. Nous sommes allés ensemble sur la tombe d'Armand, comme l'année précédente. Mais cette fois, en paix. Papa serait fier de toi maintenant, j'ai dit. Ah, tu crois? J'en suis certaine. Nous avons déposé les roses blanches, ensemble. Août, le dernier mois avant que cette histoire ne se termine vraiment. Séverin m'a emmené dîner dans un petit restaurant italien, celui où Armand m'emmenait autrefois. Pourquoi ici? J'ai demandé. Parce que je veux créer de nouveaux souvenirs, avec toi. Nous avons ri, parlé, vécu. En rentrant, il m'a dit « Maman, je rencontre quelqu'un. » Mon cœur s'est serré. « Ah oui? Oui, une femme bien. Simple, honnête. Elle est professeure. Elle ne sait même pas que tu as de l'argent. Comment s'appelle-t-elle? Claire. Quand est-ce que je la rencontre? Quand tu seras prête. Sans pression. Je suis prête. Fin août. Claire est venue prendre le thé. Une femme douce, souriante,
authentique. Elle a parlé de ses élèves, de sa passion pour la littérature, de sa vie simple. Pas une fois elle n'a parlé d'argent. Pas une fois elle n'a regardé ma maison avec convoitise. Quand elle est partie, j'ai dit à Séverin, « Celle-là, garde-la. » Il a souri. C'est l'intention. Septembre 2025. Le dernier chapitre de cette histoire. Madame Berger et moi marchions dans le Luxembourg. Les feuilles commençaient à jaunir. Vous êtes heureuse, Désirine? Oui, vraiment. Vous avez appris quelque chose de tout cela? Oui. Que l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la faiblesse. Et maintenant, je vis. Pour moi. Et ça suffit. Un soir, assise dans mon salon, j'ai relu toute cette histoire dans ma tête. La douleur, la trahison, la justice, le pardon. Et j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas perdu mon fils cette nuit-là. Je l'avais retrouvé. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à poser des limites, à choisir sa dignité plutôt que l'illusion de la paix, alors tout cela aura eu un sens. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. À Gracielle, elle a rendu la solitude et le jugement. À Séverin, elle a rendu la lucidité et la chance de recommencer. À moi, elle a rendu ma liberté. Et c'est le plus beau des cadeaux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.